1, 2, 3, 4. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où niche l'hibou. Suis-moi, on y est ou presque, suis-moi. On parle beaucoup de la prévention précoce actuellement. Et justement, je me posais la question au niveau des enfants extraordinaires. Est-ce que il faut l'optimiser? Est-ce qu'il faut la faire autrement? Quels sont les chemins les plus judicieux pour qu'elle soit la plus efficace? Merci de nous poser la question et on enfonce des portes ouvertes quand on parle de prévention, d'intervention précoce et pour les enfants extraordinaires qui sont extraordinaires que parce que on les accepte pas forcément tels qu'ils sont, donc il faut qu'on les nomme de manière différente. La prévention est presque identique que pour tous les enfants. La dynamique, c'est on en fait quoi? Et ça se joue aussi autour du diagnostic. Donc une fois qu'on a diagnostiqué, comment on s'organise, comment chaque professionnel fait quelque chose du diagnostic dans la dynamique de la rencontre avec cet enfant. C'est-à-dire comment on l'observe, comment on le regarde, comment on l'écoute pour lui permettre de cheminer, pour lui permettre de développer des compétences et de ne pas le regarder que par le prisme de ce qu'on aurait pu diagnostiquer sur son insuffisance, son incapacité, son incompétence, mais au contraire, toute la qualité et toute la capacité et toutes les compétences qu'il va développer et de créer du possible avec son environnement. C'est-à-dire que plus on va élargir le champ des personnes qui vont comprendre l'enfant, plus ça va lui faciliter le parcours qu'il pourra avoir, puisque tout a été pensé et organisé aujourd'hui en France pour que chaque enfant puisse avoir un parcours qui soit le sien et qui soit son bon parcours, même si c'est compliqué pour lui de le préciser ou de l'émettre. Et donc par rapport à ça, je laisserai Karine pouvoir expliquer comment dans la vie réelle tu peux le développer. Oui, dans l'accompagnement des enfants demande une vigilance et une attention particulière, voilà, pour pouvoir repérer leurs potentialités et les mettre en exergue, les faire évoluer, et tout en s'attachant au bien-être, parce que nous après dans l'accompagnement, on n'est plus dans le diagnostic, on est dans l'accompagnement pour lui permettre d'être un enfant certes extraordinaire, mais aussi ordinaire. Donc voilà, il faut un travail d'équipe avec une attention particulière sur l'enfant pour faire émerger ses potentialités. Donc ça va dans le regard, on a la façon dont il mange, la façon dont il se déplace, la façon dont il rigole, la façon dont il exprime ses colères et les raisons pour lesquelles il fait des colères. Voilà, c'est toute un accompagnement particulier et attentionné. Si je peux te permettre, Karine, t'évoques là la dynamique entre la différence où nous étions dans une prise en charge et aujourd'hui on rentre dans une prise en compte. Oui. C'est comment on prend en compte chaque potentialité et chaque expression de l'enfant qui va nous permettre de développer avec lui le parcours qu'il aura envie de mettre en place et non pas ce qu'on va projeter sur lui. C'est ça un peu la différence entre la prise en charge et la prise en compte. Oui, c'est ça, oui. Donc voilà, mais c'est vraiment un travail d'équipe et l'équipe est là pour l'enfant et pour l'accompagner dans son parcours. Côtoyer un enfant vivant avec un handicap physique, un trouble du développement ou une déficience intellectuelle offre des occasions de développer l'empathie et le respect de l'autre dans ses différences. Pour les enfants qui entourent Ryan, développer ces habiletés leur apprend à bâtir des relations positives et harmonieuses. Tout le monde est donc gagnant de la présence d'un enfant à besoins particuliers en milieu de garde. Comme les autres enfants, Ryan profite d'un milieu stimulant. Suis-moi, et voilà que nous y voilà. La place des parents, elle est centrale. Et pour nous, tout part
de la réactivation de la compétence des parents dans l'éducation qu'ils vont pouvoir fournir à leur enfant. Et donc, chaque parent a des ressources qui, des fois, cachées, ils ne s'en rendent pas compte. Et les professionnels que nous sommes, on doit réactiver la confiance et on doit réactiver la compétence des parents pour accompagner les enfants extraordinaires. Et sans les parents, l'enfant aura un parcours, mais il aura forcément un parcours différent. Et il nous semble important dès le départ, d'accompagner les parents en même temps qu'on accompagne l'enfant extraordinaire pour que le parcours de chacun et de la totalité de la famille, vous évoquez les parents, je mettrai la fratrie en plus, et là je laisserai Karine parler de la fratrie parce que ça a son importance. Il faut accueillir leurs inquiétudes parce que généralement, quand on est dans la petite enfance, on accueille des parents qui ont de multiples inquiétudes. Il faut savoir les entendre et savoir les accompagner. Après, rien de mieux que les parents connaissent l'enfant. Donc, il y a des choses que nous, malgré une attention particulière, nous n'aurons pas repérées. Et voilà, donc il faut effectivement multiplier les échanges avec les parents et rester à leur écoute. Après, effectivement, quand on accueille, c'est très important d'accueillir la fratrie et la famille, parce que accueillir un enfant extraordinaire, c'est un impact sur l'ensemble de la famille. Donc, il faut aussi rester à l'écoute de la fratrie et permettre de faire des échanges et aussi avoir un petit peu permettre à la fratrie d'exister aussi. C'est ça qui est important, et de permettre aux frères et sœurs d'exister à part entière, puisque là on accompagne l'ensemble de la famille. Et par rapport à la question, je me permettrai d'élargir aux grands-parents. Oui. Et osons nous professionnels aller interpeller avec beaucoup d'humilité l'expertise que les familles ont pu développer dans la connaissance et dans l'observation et dans ce que l'enfant a déjà développé dans le parcours qu'ils ont pu avoir avec leur famille. J'aimerais vous donner quelques notions sur ce que l'on veut dire par génétique et épigénétique. Alors, tout le monde sait qu'un bébé un embryon se fait par la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule. Le spermatozoïde du père et l'ovule de la mère vont fusionner pour former un œuf, et cet œuf aura dans son noyau le patrimoine génétique du père et celui de la mère. Et cette rencontre du père et de la mère fait le patrimoine génétique de l'enfant, c'est-à-dire dans ses chromosomes. Et c'est à partir de ces chromosomes que va se former l'embryon. Et l'embryon se construit comme une maison, c'est-à-dire une succession d'événements génétiques, moléculaires, cellulaires, vont se faire les uns après les autres dans une séquence stricte, comme on construit une maison. Donc l'embryon va être formé génétiquement. L'embryon, c'est jusqu'à 8 semaines, c'est-à-dire simplement 2 mois. Après, c'est le fœtus qui va se développer, et tout ça, c'est toujours des phénomènes génétiques, programmés. Mais comme l'embryon se trouve dans l'environnement du ventre de sa mère, il est, à partir d'un certain moment, c'est-à-dire vers 6 mois, 5-6 mois, il va sentir l'environnement et il commence à bouger, et il y a une interaction entre le bébé et son environnement. Elle est certes beaucoup plus faible que cette interaction à la naissance, mais elle existe. Donc, l'épigénétique, c'est l'expérience, c'est toujours la rencontre avec l'environnement. Donc, le bébé aura déjà
une épigénétique différente, singulière, puisque nous avons tous des mères qui sont différentes. Donc l'épigénétique commence avant la naissance dans l'interaction avec la mère, mais surtout explose au moment de la naissance avec la rencontre avec l'environnement. Donc l'épigénétique, c'est en fait la génétique, c'est la programmation des gènes qui construisent une espèce de disque dur cérébral, quelque chose de solide, enfin bon, comme on construit une maison. Et avec l'environnement, il va y avoir une modification structurelle des gènes, mais ça passe pas par la génétique. C'est une modification structurelle des gènes qui peut être réversible, mais qui peut passer d'une génération à l'autre. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors, il y a l'interaction parent-enfant, il y a aussi l'interaction avec l'environnement. Par exemple, on parle beaucoup de pollution, on parle beaucoup de perturbateurs endocriniens, et tous ces produits chimiques que l'on a dans notre alimentation posent problème et posent question sur ce que ça peut donner au niveau épigénétique. Voilà, c'est ça vraiment l'épigénétique. Alors, pour nous résumer, la génétique, c'est l'expression des gènes moléculaires, cellulaires, tissus, organes qui se forment dans la période prénatale, puis ensuite moindre dans la période postnatale, mais qui existent. Et l'épigénétique, c'est l'interaction avec l'environnement, qui soit sensoriel, moteur, affectif, cognitif, social, culturel, à tous les niveaux, on a de l'épigénétique. Et je vais vous prendre comme exemple dans l'élaboration des traits de personnalité et le caractère de tempérament d'un individu. On apprend ça par des jumeaux qui ont été séparés à la naissance et qu'on retrouve après. On peut comme ça étudier, de savoir la part de la génétique et de l'épigénétique, c'est-à-dire la part de ce qu'on appelait avant l'inné et l'acquis, c'est-à-dire la génétique, ce qui vient des parents de la lignée, de la mode de fonctionnement de la lignée, et de l'épigénétique qui est acquis au cours des lignées d'ailleurs, parce qu'il y a de l'épigénétique transgénérationnelle, c'est-à-dire que ça passe d'une génération à l'autre. Il y a à peu près 50% pour le caractère, le tempérament d'un individu, 50% qui serait dû à la génétique et 50% de l'épigénétique. Donc vous voyez que c'est à peu près 50-50. Pour l'instant, avant on pensait qu'il y avait beaucoup plus de génétique et moins d'épigénétique, mais maintenant on s'aperçoit de plus en plus que l'environnement joue beaucoup sur le développement de l'enfant. Voilà les notions simples que je pouvais vous dire sur la génétique et l'épigénétique. Mais ce qui est important là, c'est quand même de souligner que cette période fétale, cette vie intra-utérine, est vraiment déterminante pour la santé future. Et les perturbateurs endocriniens, s'il y a une exposition pendant cette période, ça va affecter non seulement l'enfant qui va naître, mais aussi l'adolescente, l'adulte. Et il y a très peu d'études qui sont faites sur, par exemple, les maladies neurodégénératives. Donc, l'idée clé, c'est que le développement fœtal est une période critique d'exposition et ma préoccupation, c'est cette hormone thyroïdienne qui va être nécessaire pour le développement du cerveau. Facteurs de protection.
Certains éléments ou certaines situations agissent comme des points d'appui au développement de l'enfant. Ce sont des facteurs de protection. Ils peuvent contrebalancer les effets négatifs des facteurs de risque ou les atténuer. Ils agissent comme un bouclier contre les difficultés. Mais ils agissent aussi pour favoriser le plein épanouissement de l'enfant et lui permettre d'explorer tout son potentiel. Suis-moi, et voilà que nous y voilà. L'observation est la base, c'est le premier facteur de protection que l'on va utiliser. À partir de l'observation du jeune enfant, on va pouvoir déterminer où il en est de son développement, où il en est de ses relations avec ses parents, comment on va pouvoir l'accueillir. Alors, on va l'observer à travers les différents moments de soins. On va observer ses pleurs, on va essayer de les décoder au maximum, c'est-à-dire voir à quoi correspond ce pleur, si c'est d'abord un pleur de j'ai faim, si c'est un pleur de j'ai peur. Voilà, c'est déterminer comment il se sent. Un enfant qui joue est pour nous essentiel parce que le jeu va être vraiment le baromètre de son état psychique au sein de la crèche. À travers cette observation fine des relations qu'on va commencer à établir entre l'enfant, on va pouvoir mettre en place une sécurité affective au sein de la crèche. Parce que cette sécurité affective, notre objectif est qu'elle soit la plus solide et qu'elle constitue vraiment un socle pour que l'enfant puisse se développer. Autour de cet enfant vont graviter des professionnels ayant des diplômes extrêmement différents, ayant des formations extrêmement différentes, et c'est la vie au quotidien, les pratiques au quotidien, les formations que l'on peut mettre en place. Par exemple, en ce moment, on est très sur la communication positive. Comment on parle à un enfant, qu'est-ce que l'enfant entend, quels sont les... autour des neurosciences, les neurosciences aussi nous donnent énormément d'indications sur qu'est-ce que l'enfant entend. Dire non à un enfant toute la journée, ça ne sert à rien. La difficulté, c'est à la fois de parler un seul langage et de le parler en même temps au moment où cet enfant-là va en avoir besoin. Parce que tous les enfants ne se développent pas au même rythme et tous les enfants n'entendent pas en même temps. Et nous, la difficulté sur Pain d'épices et sur Mantes-la-Jolie, c'est qu'en plus, nous avons aussi des enfants qui ne sont pas tous francophones. Donc ça va être aussi de pouvoir, à travers notre façon d'être, à travers notre sourire, à travers la façon dont on va envelopper l'enfant, de pouvoir le rassurer et lui permettre de grandir dans un milieu accueillant et où il va être bien. Et tous ces temps institutionnels, c'est aussi pour nous des moyens d'harmoniser nos pratiques et de travailler sur la cohérence de nos pratiques. On a des journées pédagogiques 1 à 2 fois dans l'année. On a tout ce qu'on vous disait autour de nos réunions. Et puis on essaye aussi de développer les mercredis de la formation, où on peut se faire aussi de la formation en interne. On mobilise les compétences pluridisciplinaires de l'équipe. Et ça, c'est des temps aussi qui sont chouettes aussi pour les équipes parce qu'on a un socle commun sur lequel on peut s'appuyer. Et ça, c'est l'outil de notre projet à la crèche ici. Et faisant partie d'une crèche municipale, nous avons la chance sur Mantes-la-Jolie d'avoir énormément de moyens. La mairie met vraiment à notre disposition des outils, des moyens, des formations, du matériel qui est aussi très important et très conséquent. On travaille aussi sur l'importance de créer un climat apaisant et pour pouvoir observer les enfants. Et l'importance en fait que l'enfant puisse bénéficier de temps de soins privilégiés en dualité avec l'adulte qui s'occupe de lui. Et dans ces moments, il va pouvoir avoir de la relation et c'est parce qu'il aura cette relation qu'il va pouvoir construire des bases solides de sa sécurité affective. On aime bien la métaphore de l'arbre et des racines qui permet à l'enfant vraiment de s'enraciner pour ensuite aller explorer le monde. On travaille aussi beaucoup sur l'aménagement de l'espace, c'est-à-dire proposer un environnement stimulant qui rende l'enfant acteur de son développement. Par exemple, l'enfant va à la fois trouver des barrières pour se hisser, des jeux de ballon pour faire des allées-viens, il va pouvoir également aussi trouver des livres, trouver des choses sensorielles. On essaye vraiment tous les sens de l'enfant sont en éveil et on essaye vraiment de les stimuler, mais tout en rendant l'enfant acteur. Et c'est pour ça aussi qu'on accorde une grande importance au jeu libre. C'est vrai que parfois
Il y a une attente des parents au niveau des activités, mais on les sensibilise aussi beaucoup sur l'importance du jeu libre et du jeu libre. Mais jeu libre ne veut pas dire jouer tout seul, c'est jouer sous le regard de l'adulte qui va pouvoir être aussi bienveillant, valoriser ce qui est fait, observer et puis guider l'enfant dans l'interaction qu'il va pouvoir avoir avec ses pairs. On a la chance de pouvoir participer à la recherche-action d'accompagnement et on a été formé à un outil Pilou et Filou pour mobiliser les compétences psychosociales des jeunes enfants, qui est un outil intéressant pour nous aider, donnons un exemple par exemple, à aider l'enfant à attendre son tour, à aider l'enfant à aller au contact de l'autre. On travaille vraiment, comme tu disais Lila, sur une triangulation. C'est à la fois la familiarisation de l'enfant, mais c'est aussi la familiarisation de son parent ou de ses parents et des professionnels en fait. L'idée c'est vraiment de faire connaissance et l'idée, même si c'est que le parent s'en aille, avant vraiment de penser à la séparation, on pense vraiment à la création et au tissage d'un lien qui soit solide pour que l'enfant puisse ensuite explorer la crèche sans son parent. Mais avant tout de penser à se séparer, on pense vraiment à créer un lien et comme disait Léa, vraiment dans une souplesse parce qu'effectivement si on borne trop ça ne marche pas, on l'a déjà expérimenté et si le parent ne se sent pas en confiance et se sent pris dans un carcan, là effectivement la familiarisation souvent se solde par un échec. L'idée en fait c'est de rendre l'enfant acteur et donc là on est plus dans tout ce qui est pédagogie active, pédagogie nouvelle. Du coup l'enfant a à sa disposition, l'idée c'est que des professionnels installent des petits ateliers un petit peu partout dans la crèche et elles s'installent, elles sont à hauteur d'enfants et les enfants choisissent librement l'atelier dans lequel ils vont et ils peuvent en sortir et en rentrer comme ils le souhaitent. Et du coup, ça permet vraiment aussi là, du coup, d'entendre ce qu'ils ont envie de nous dire, ce qu'ils ont envie de faire, et que ce soit pas l'adulte qui impose l'activité, mais vraiment l'enfant qui soit acteur de son choix. Et du coup, ça c'est aussi essayer de contribuer, même si on est dans une grande collectivité, essayer de contribuer à prendre l'enfant singulièrement en charge au sein du groupe. À travers cette ronde des jeux, l'enfant peut dire voilà, aujourd'hui j'ai envie de jouer à ça. Et c'est aussi permettre à l'adulte, par cette observation, de dire ah tiens, cet enfant qui n'a que 18 mois, il a envie de faire des gommettes. Et aujourd'hui, même si les gommettes c'est pas voilà, c'est juste, j'ai envie de faire des gommettes, lui permettre alors que c'est plus une activité qu'on va peut-être orienter vers un plus grand parce que c'est de la motricité extrêmement fine, c'est découvrir que cet enfant a un intérêt pour ce type d'activité, alors que peut-être on ne lui aurait pas forcément proposé dans une activité dirigée. Après, on essaye aussi beaucoup de favoriser le climat chaleureux au niveau. On a pu avoir la possibilité de se doter de matériel sensoriel, de prendre les enfants en petits groupes dans les espaces d'Isnos-de-Laine. On essaye de multiplier les canaux sensoriels, le toucher, l'olfactif, le goût. Voilà, on est vraiment aussi dans cet accompagnement-là. Oui. Nous avons plusieurs professionnels qui ont fait des formations autour de la relaxation. Donc on est aussi, on multiplie les temps de relaxation, de relaxation où on va baisser la lumière, où on va mettre de la musique douce, où on va permettre à l'enfant de se recentrer sur lui-même et non plus d'être toujours dans une activité où en groupe, hop, on va jouer à ça, après on va manger, après on va, voilà, où on se pose et où on se relaxe. Ça, c'est aussi des moments qui sont devenus très importants au sein de Pain d'épices. C'est vrai que ces temps sont hyper importants pour que les professionnels puissent avoir des temps hors de la présence des enfants pour pouvoir parler de leurs difficultés ou communiquer entre elles. C'est quelque chose qu'on aime bien aussi aborder, le fait que l'importance que l'équipe se sente bien traitée pour ensuite avoir une attitude bien traitante envers les enfants, avoir aussi le fait de pouvoir se décharger pour aussi avoir une disponibilité psychique qui est hyper importante pour les enfants. C'est vrai qu'on est dans un métier de relation, un métier de l'humain où ce paramètre est hyper important. Les violences éducatives ordinaires. T'es nul. Allez, mange, ou tu n'iras pas dehors avec tes copains. Allez, viens là.
Viens là. Viens là. Comment définir les violences éducatives ordinaires? On pourrait dire que ce sont l'ensemble des pratiques coercitives et punitives utilisées pour éduquer, entre guillemets, les enfants. Les violences verbales, les moqueries, les propos humiliants, les cris, les injures, les violences psychologiques, les menaces, le mensonge, le chantage, la culpabilisation, les punitions humiliantes, les violences physiques évidemment, le tirage de bras, projection, pincement, tirage d'oreilles, fessée évidemment. Les violences éducatives visent à faire obéir l'enfant par la peur ou par la douleur, lui faire arrêter un comportement, lui faire apprendre quelque chose. Les violences éducatives ordinaires, ou VEO, sont nocives pour le développement de l'enfant. Plus de 150 études ont prouvé non seulement leur inefficacité, mais aussi leur nocivité pour le développement de l'enfant et la maturation du cerveau. Ainsi, il n'y a pas de petite tape. Il n'y a pas d'humiliation insignifiante. Il n'y a pas de paroles blessantes qu'on peut effacer d'un coup de baguette magique. Chaque violence peut laisser une empreinte sur l'être humain qui l'a subie, et d'autant plus quand il s'agit d'un enfant, par conséquent très vulnérable. En 2002, l'OMS établissait une forte relation entre les violences subies dans l'enfance et de nombreuses pathologies physiques et mentales. Agressivité envers les pairs ou les éducateurs, difficultés d'apprentissage, troubles émotionnels et troubles du comportement, diminution des capacités cognitives et de l'estime de soi. Bref, les VEO, il vaut mieux apprendre à s'en passer. Mais comment faire? Eh bien, tout d'abord, il s'agit d'apprendre à les identifier. Les quelques exemples que je viens de vous donner sont en résumé des violences éducatives, mais on pourrait dire que chaque fois qu'un enfant est humilié, qu'il a peur ou qu'il a mal, il y a une violence éducative ordinaire. Il s'agit donc d'apprendre à les repérer pour nous permettre d'agir tôt. Il est également important de comprendre qu'un enfant n'est pas un mini-être avec des mini-droits. La loi sur l'autorité parentale de juillet 2019 rappelle bien que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Et c'est vrai également pour le professionnel. Respecter les enfants dans leur intégrité physique et morale permet donc des postures bienveillantes et bien traitantes. Repérons également les violences psychologiques ou verbales dont nous faisons usage. Avons-nous tendance à être jugeants par ces petites phrases dont Peggy O'Hara disait qu'elles finissent par devenir notre petite musique intérieure? Avons-nous tendance à utiliser le chantage pour obtenir le comportement souhaité de l'enfant? Est-on aussi adepte des injonctions négatives? Ne touche pas? Ne va pas par là? Tous ces comportements peuvent se modifier et l'on en voit les effets rapidement. Supprimer le chantage et chercher la collaboration de l'enfant par le jeu, la confiance. Cherchez également à dire « je » à la place de « tu » et vous supprimerez au maximum les jugements. Transformez également les « ne pas » en phrases positives. Ne touche pas ce meuble devient donc « tu peux toucher ce tapis, regarde ». Notre posture vis-à-vis de l'enfant également est importante. Il s'agit de toujours penser qu'il est là, se mettre à son niveau pour s'adresser à lui, ne pas lui parler pour se moquer ou décrire une attitude qu'il a eue, ne pas parler non plus de ses parents devant lui. Au fond, c'est assez simple. Traitons les enfants comme nous aimerions être traités. Car il n'y a pas de barrière infranchissable entre le droit des adultes et le droit des enfants. Car un enfant élevé sans violence n'est pas un enfant qui a tous les droits. C'est un enfant qui a tous ses droits.
Sabine, c'est à toi. Alors, la surexposition aux écrans. Alors, Sabine Duflot, je suis professionnelle de la petite enfance, accueillant des enfants en individuel ou en collectif. Quels signes peuvent me faire penser à l'impact d'une surexposition aux écrans? Alors, en fait, tous les aspects du développement du petit enfant sont touchés par l'exposition aux écrans, qu'il s'agisse d'une exposition directe, parce qu'on met l'enfant devant un écran, ou d'une exposition indirecte, parce qu'il y aurait un écran qui est allumé dans la pièce où est le bébé, ou parce que le parent regarde son écran par intermittence alors qu'il est engagé dans un échange avec le bébé. Et pourquoi ça a un effet? En fait, c'est tous les champs du développement qui sont impactés, tout simplement parce que l'être humain est un être social et il ne peut développer ses pleines compétences que dans une relation continue d'échange avec un adulte qui prend soin de lui. Manipuler, construire, placoter, courir et jouer dans le sable. C'est principalement dans l'action que le tout-petit découvre et comprend son environnement. Placé seul devant un écran, l'enfant devient plus passif. Son champ d'exploration se rétrécit et les interactions avec son entourage sont limitées. Le temps passé devant un écran diminue donc le temps disponible pour jouer activement avec les autres. Au départ, le bébé, c'est un petit être totalement immature qui dépend complètement de l'adulte pour sa survie. Il ne sait pas tenir sa tête, il ne sait pas tenir assis, il ne sait pas prendre les choses, il ne sait pas parler. Et donc, il a un besoin vital qu'on s'attache à lui. Et cet attachement, il va passer par le regard essentiellement et par la parole. Mais ce regard, cette capacité à regarder, c'est-à-dire à focaliser son attention sur un objet plutôt qu'un autre, une chose plutôt qu'un autre, un visage, de préférence le visage du parent, à ce qui l'entoure au départ. Donc ce regard, il ne peut advenir que si l'enfant a été suffisamment regardé. De même, le langage, il ne peut naître que si on a suffisamment parlé à l'enfant. Il faut, pour que l'enfant prenne goût au langage et l'utilise ensuite comme un moyen d'agir sur l'autre, de comprendre le monde, eh bien, il faut déjà qu'on lui ait suffisamment parlé. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, le drame du bébé, on va dire 2021, c'est qu'il a des parents tout à fait compétents, mais en même temps qui ont une habitude de 3, 4, 5 heures de consultation de leur portable, principalement par jour. Et on ne quitte pas aussi facilement que ça une habitude qui vous prend 5 heures. Alors, ce qui peut arriver, et ce qu'on voit de plus en plus fréquemment, ce sont des parents qui sont engagés dans une interaction vivante avec leur bébé, lors des moments principaux d'échange que sont le repas, le bain, le change, et qui vont interrompre brutalement la communication avec le bébé pour répondre à un appel, regarder une notification. Pour le parent, c'est pas très grave. Mais pour le bébé, c'est un drame. Parce qu'à ce moment-là, il vit même complètement un lâchage. C'est comme s'il tombait. Parce qu'il vit à ce moment-là une coupure de courant à la fois relationnel, affectif et cognitif. Et si ces coupures de courant se répètent de façon trop régulière lors des moments comme ça d'échange, le bébé ne pourra pas développer les compétences dont je viens de parler, à savoir une attention focalisée qui est le prémisse d'une capacité à parler, à communiquer, elle-même indispensable, ce langage en lui-même indispensable à la mise en place de la pensée. Il ne pourra pas développer de capacité d'imagination, il ne pourra pas développer de capacité à explorer le monde. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer pour ce bébé qui vit des coupures comme ça répétées de courants affectifs et cognitifs? Eh bien, lorsqu'il aura 6-9 mois, à cet âge où il commence à tenir assis, quand on va lui donner comme ça pour voir un portable dans les mains, pour le mettre devant un écran, il va s'y intéresser beaucoup plus rapidement qu'un autre bébé parce qu'il est déjà pas très bien relié à son parent. Et donc, il va éprouver un intérêt sans doute plus fort et plus important qu'un autre bébé pour un objet plutôt que pour un être humain.
D'autant que cet écran, il envoie des signaux très addictifs pour le bébé. Un écran, pour un bébé, c'est d'abord un truc qui brille plus fort que les yeux de sa maman, qui envoie des sons pulsés, qui produit du mouvement qui va beaucoup plus vite que le mouvement humain, donc qui capte très fortement son attention. Et un bébé déjà mal relié à son parent risque de s'y attacher plus fortement. Si les choses perdurent, avec des coupures comme ça de courant relationnel chaque fois que le bébé est en échange avec le parent. Un bébé qu'on va calmer trop rapidement avec un écran, qu'est-ce qu'on va voir arriver vers 2-3 ans? Un enfant qui va présenter les signes suivants. C'est un enfant qui va regarder peu dans les yeux de l'autre, peu son parent, peu l'adulte qui s'occupe de lui, on aura du mal à croiser son regard. Ça va être un enfant qui n'explore pas le monde de manière adaptée, c'est-à-dire qui va et vient dans la pièce, prend un objet, le met à sa bouche, le jette, alors qu'à cet âge-là, vers 3 ans, on est dans une exploration sensorimotrice du monde, c'est-à-dire que c'est avec tous les sens que le bébé explore les objets et cherche à comprendre leurs fonctions. On va avoir un enfant qui utilise pas ou peu le langage pour communiquer et s'il a un langage, c'est un langage souvent robotique, c'est-à-dire un langage qu'il a appris via les logiciels d'éducation. Un enfant en quelque sorte qui sait répéter les chiffres, qui sait répéter les couleurs, mais qui ne sait pas communiquer, c'est-à-dire utiliser le langage comme un moyen d'échange. Alors cet enfant-là, lorsqu'on le voit arriver, eh bien il faut se demander qui l'a éduqué. Est-ce un écran ou est-ce une personne? Voilà. Et pour le savoir, il suffit tout simplement de poser la question aux parents, qu'est-ce que fait votre enfant quand il est avec vous? Et vous, qu'est-ce que vous faites au moment où vous lui donnez le repas, le bain, etc. Ce qui me permet de rebondir sur la deuxième question. En tant que professionnel, toujours, comment puis-je accompagner les parents concrètement sur la question des écrans et quels messages sont apportés à leur connaissance? Alors, le premier message à envoyer aux parents, c'est que les premiers éducateurs de leur enfant, les premiers professeurs, c'est eux. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que chaque fois qu'un parent regarde son portable en présence de son enfant, il lui envoie le message « ce truc-là est plus important pour moi que toi ». Chaque fois qu'il va prendre son portable pour calmer son enfant parce qu'il s'agite un peu, par exemple, voilà, ou qu'il faut patienter, le message qu'il lui envoie, c'est « ce truc-là te console mieux que moi, ce truc-là te rassure mieux que moi ». Et chaque fois que, parce qu'il a besoin d'un peu de temps, il va mettre son bébé devant un écran, le message qu'il lui envoie, c'est « ce truc-là a plus de choses à t'apprendre que moi ». Voilà. Alors, autrement dit, chaque fois que le parent a recours à l'écran pour calmer l'enfant, pour le rassurer ou pour avoir du temps, et il délègue ses fonctions parentales à une machine. Alors, c'est pas grave de déléguer ses fonctions parentales à quelqu'un d'autre. Une grand-mère, une assistante maternelle, un enseignant, on peut lui déléguer une partie de ses fonctions parentales. Et heureusement d'ailleurs qu'on n'est pas seul, qu'il y a des gens autour de nous pour parfois soupler, c'est très très important. Mais on ne peut pas les déléguer à une machine. Parce qu'à ce moment-là, le résultat en termes de développement est dramatique. Encore une fois, je répète, parce que c'est très important ce que j'ai dit précédemment, un enfant ne peut apprendre à regarder que parce qu'il a été suffisamment regardé, il ne peut apprendre à parler que parce qu'on lui a parlé, il ne peut apprendre à dire « je » que parce qu'on lui a dit « tu », il ne peut apprendre à sourire que parce qu'on lui a souri, il ne peut s'intéresser au monde que parce qu'on s'y est intéressé avec lui. Voilà. Et ça, tous les parents du monde peuvent le comprendre. Une fois qu'ils ont compris ça, bien les recommandations, je dirais qu'elles s'imposent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que, en gros, jusqu'à 3 ans, on va ne pas avoir recours à l'écran, voilà, ne pas l'utiliser quand on est en présence de l'enfant et l'utiliser, on peut l'utiliser pour lui montrer des petites choses, pour les intéresser, mais à condition déjà qu'il ait acquis un langage de certaine qualité, c'est-à-dire qu'il puisse comprendre ce qu'on lui montre. Et puis surtout, on va mettre en place des règles simples d'utilisation et qui valent pour tous, c'est-à-dire rester un modèle. Et ces règles sont ces fameux 4 pas qui ont eu
du succès parce que tout simplement ils sont faciles à utiliser et qu'ils correspondent à des compétences principales de l'enfant. Donc ces 4 pas, c'est pas d'écran le matin parce que c'est à ce moment-là que l'attention de l'enfant est la plus forte. D'ailleurs, dans tous les pays, c'est là que les enseignements ont lieu. Et donc, l'écran, on sait bien, est tout à fait délétère pour la formation de l'attention parce qu'il surstimule l'attention réflexe au détriment de l'attention acquise, c'est-à-dire l'attention volontaire, la capacité à fixer son attention sur une seule perception pour essayer d'en comprendre le sens. On ne mettra pas d'écran pendant les repas parce que c'est un moment privilégié d'échange dans la vie de la famille et que c'est à ce moment-là que l'enfant peut parler, s'exprimer, communiquer avec son parent et recevoir aussi une réponse aux questions qu'il se pose. On ne mettra pas d'écran dans la chambre de l'enfant parce qu'à ce moment-là, on perd tout contrôle à la fois sur le temps qu'il y passe et sur les contenus. Mettre un écran dans la chambre de l'enfant ou laisser son enfant des heures entières avec un portable dans une chambre, c'est un peu comme si vous ouvriez grand la porte de votre maison et vous disiez aux gens, allez, tout le monde dans la chambre de mon bébé, tout le monde dans la chambre de mon enfant, le monde entier. Voyez, donc vous le mettez en danger. Et puis, on ne met pas, à peu près environ 2 heures avant le coucher, on coupe l'écran, enfin on évite que l'enfant soit exposé, parce qu'on sait bien que les écrans diffusent principalement une lumière bleue, et que cette lumière bleue, eh bien, tout simplement, elle stoppe la sécrétion d'une neurohormone qui s'appelle la mélatonine, et qui est nécessaire à l'endormissement. Voilà. Donc, je vous renvoie cette petite balle. One, two, three, four. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où le Michelibou. Suis-moi, on y est ou presque, suis-moi, là où rien ne presse, suis-moi. Et v'là que nous y voilà. On se pose, c'est si bon quand on se pose. Plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. Se perd, c'est si bon quand on se perd. Sans ces espèces de repères qui nous repèrent même pas. C'est si bon quand on se bat. D'être si beau ici bas. Suis-moi, qui suis-je, le sais-tu? Suis-moi, ton sosie salut, suis-moi. Et si moi c'était toi? Suis-moi, et si on s'allie, suis-moi, en sueur ou en suie. Bonjour et bienvenue. Nous voici pour ce 4e intermède de respiration ensemble. Prenez votre posture comme les 3 dernières fois. Le dos droit, les épaules détendues, installées confortablement, comme suspendues par le haut du crâne. Le menton légèrement rentré. Je vous propose, si vous sentez à l'aise, de fermer les yeux, ou bien vous pouvez garder les yeux mi-clos, le regard bas. Aujourd'hui, je vais vous proposer ce qu'on appelle le balayage corporel ou body scan. C'est une pratique qui permet de scanner l'intégralité de votre corps à un rythme plus ou moins rapide pour être en contact avec les différentes sensations dans votre corps. Donc fermez les yeux et installez-vous. On va commencer par prendre contact avec les sensations au niveau des pieds.
Est-ce que vous ressentez du froid, du chaud, peut-être des picotements? Puis nous remontons jusqu'aux genoux. Peut-être sont-ils tendus ou bien relâchés. Y a-t-il une douleur particulière au niveau de vos genoux? Remontez jusqu'au bassin. Comment vous sentez-vous à ce niveau-là? Peut-être ressentez-vous l'assise sur laquelle vous êtes. Peut-être vous sentez-vous engourdi ou au contraire très relâché, très détendu. Et puis nous allons remonter le dos. Que se passe-t-il au niveau des épaules, de la nuque? Ce sont souvent des points très tendus, remplis de tension. Restez quelques secondes en contact avec ça. Et puis remontez au niveau du front, de la tête. Avez-vous des sensations particulières, de chaud, de froid, une douleur peut-être, ou une détente très grande? Prenez une dernière inspiration et vous pouvez rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Voilà pour cette pratique, je vous dis à la prochaine fois. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où le schlibou.